On est parti pour le 3e épisode du podcast Vivante. Aujourd'hui, j'ai envie de partir de mon livre, et pourtant j'ai choisi de vivre, de l'expérience que ça a été d'écrire pour illustrer des concepts tels que la norme, tels que le changement de cadre. En fait, dans ce livre-là, il y a des choses que je n'ai pas écrites parce que c'était déjà pas possible à ce moment-là, je n'avais pas encore la conscience de ce que je vivais, pour un premier point, et parce que c'était pas le but aussi de ce livre. Le but de ce livre, quand je l'ai écrit, ça a été de transmettre une expérience de vie à mes enfants. Puis quand j'ai élargi par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer au cours de mes voyages, ça a été de pouvoir transmettre également à des personnes que je connaissais ou que je ne connaissais pas, en tout cas qui liraient la force de pouvoir traverser des épreuves et de voir aussi qu'il y a des issues et des cheminements de pensée pour pouvoir s'en sortir. Ce but-là, je l'ai atteint et j'en suis très fière. Voilà, maintenant, il va continuer de faire son chemin, il va continuer de se développer, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez lire le livre, à le prendre. Mais on ne peut pas tout transmettre dans un seul livre. Et il y a des choses qui n'ont pas été comprises aussi dans les retours de certaines personnes, et c'est ça qui m'amène à faire cet épisode aujourd'hui en particulier. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui sont ressorties dans ce livre-là, et puis beaucoup d'incompréhension pour des personnes adultes. Je ne parle pas de mes enfants, je parle vraiment des personnes adultes. C'est-à-dire que quand j'explique que à 15 ans, on m'a demandé de me marier dans un mariage arrangé, qu'à 16 ans, du coup, j'ai été au Cameroun pour vivre un mariage traditionnel arrangé, on me regarde avec des yeux comme ça en disant « mais c'est pas possible, c'est pas de ce siècle-là, c'est complètement farfelu et on n'est plus dans ces générations-là ». Oui, c'est vrai, dans une certaine mesure. Après, il faut se rendre compte que même si ça prend des allures différentes, il y a encore pas mal de choses qui sont arrangées et pas mal d'histoires qui sont arrangées suivant les milieux. C'est un fait. Et aussi, quand on va lire des histoires comme ça qui sortent entièrement de notre propre cadre, de ce que nous, on a connu, de réaliser que la normalité n'est pas forcément celle que l'on croit. Et c'est là-dessus que moi, j'ai envie de vous amener aujourd'hui sur la réflexion de la normalité. Qu'est-ce qui est normal finalement ? Est-ce que c'est ce que vous voyez à la télé ? Est-ce que c'est ce qu'on voit dans la plupart des films ? Est-ce que c'est ce qui se vit dans une salle de classe ? Est-ce que c'est ce que vous vivez en famille ? Parce que moi, ce qui m'a poussée à vivre tout ça, c'était que c'était aussi ma normalité. De pas m'être rebellée à fond, ce qui aurait peut-être été une chose et une aventure différente de vie pour moi. Eh bien, c'était pas envisageable parce que dans tout le cheminement et dans tout ce que j'avais vécu depuis plus jeune, dans tout ce que j'avais vu et entendu, on était dans une forme de continuité. Et pour quelqu'un d'autre, ça va être complètement différent. Si je vous prends un autre exemple un peu violent pour que vous le voyez et que vous l'entendiez, quelqu'un qui a vu sa mère se faire battre, sa grand-mère se faire battre, éventuellement sa sœur, ses cousines, qui a vécu ça en permanence, qu'il a vu dans son quotidien, ne sera pas spécialement choqué. Oui, il y a des personnes après qui sortent de ça et qui se rebellent, mais ça peut prendre des années. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire pour moi aujourd'hui. Et pour des personnes qui sont dans des cas similaires aux miens. Mais à partir du moment où vous avez une situation que vous voyez depuis des années et des années, votre cerveau ne l'enregistre pas comme quelque chose d'anormal, c'est la normalité. Donc j'ai envie d'amener cette notion-là de toujours relativiser quand on a un échange avec quelqu'un et qu'on juge une situation. Pas forcément volontairement, parce que la plupart du temps, ça se fait pas volontairement. Ça peut se faire en toute bienveillance, etc. On a envie d'aider, de comprendre la personne, mais on a de toute façon une part de jugement. Ça reste quelque chose qui se fait assez facilement.
dans notre comportement, mais de se dire, ok, elle me dit ça, plutôt que de tout de suite réagir par rapport à moi et ce que j'ai vécu, qu'est-ce que cette personne a vécu? Et c'est le boulot finalement d'un coach, d'un accompagnant, d'un thérapeute. C'est pas de filer le même protocole à tout le monde, parce que sinon, ben, à ce moment-là, l'IA suffirait. Il y a beaucoup d'ailleurs qui font appel et qui se rendent compte que ben non, tiens, ce programme il marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas quelqu'un qui comprend en face que vous aviez vécu ceci, cela, et que vous êtes passé par plein d'étapes de vie qui font que non, le protocole qui commence par la respiration ne fonctionne pas, ou que compter les calories ne fonctionne pas. Par rapport à votre histoire, il y a d'autres points à regarder en priorité. Et donc, on va pouvoir mettre de l'ordre dans les choses quand on va accompagner quelqu'un, parce qu'on comprend la globalité de la personne et pas juste quelqu'un à un instant T. Qu'est-ce qui a construit quelqu'un? Et en fait, c'est de là où on peut voir le cadre, on va dire le cadre dans lequel elle a été construite. J'aime bien l'expression think outside the box, penser en dehors du cadre. Souvent, on est tous limités par un cadre à un moment donné. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir sortir du cadre? C'est qu'on en a exploré les contours. Vraiment, il y a ce côté où, personnellement, si je reprends mon histoire, je pense que j'ai exploré pas mal de contours du cadre dans lequel j'ai vécu. Et quand ça a été trop, quand la contrainte a été trop forte, à un moment donné, ça a pété. Ça a pété et je suis sortie, j'ai trouvé une porte pour sortir du cadre. Quand on sort du cadre, il y a une sensation de liberté qui est là, qui est waouh. Parce que là, on se dit, j'ouvre le champ des possibles, il est énorme. Et là, c'est vrai et moins vrai, il y a un moment donné, on rentre, en fait, quand on sort d'un cadre, on va aller dans un autre cadre, on va explorer un nouveau cadre. Parce que finalement, la vie est faite de beaucoup de cadres, d'une manière, d'une autre personne. On va changer d'environnement. Voilà, je suis passée par exemple de la France au Japon. J'étais dans le cadre français, je suis passée au cadre japonais, j'ai dû adapter de nouvelles règles, me conformer à certaines contraintes liées à la façon de vivre japonaise qui ne sont pas du tout les mêmes que celles de la vie française. N'allez pas traverser un passage piéton quand c'est rouge au Japon. Voilà, on traverse quand c'est vert, même s'il n'y a personne. Ce sont plein de petites choses qu'il va falloir adapter d'un cadre à un autre. Et donc souvent les gens veulent juste faire péter le cadre, sortir du cadre, sans se rendre compte de ce que ce cadre a fourni. Ce qui nous permet de sortir du cadre, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on en a exploré les contours. C'est qu'on en a vécu les contraintes. Et quand on a vécu la totalité du cadre, c'est là où on peut trouver une porte de sortie. Et c'est là où on peut parler du cadre derrière. Parler de là où on était parce qu'on en a exploré tout un panel. Et là, après, on peut aller explorer autre chose. Et pour moi, la force d'une personne, ce n'est pas forcément de faire exploser un cadre et puis d'aller dans un autre et de faire exploser un autre cadre. La force vraiment d'une personne et d'un bon thérapeute ou de quelqu'un une personne sur laquelle on va pouvoir compter, c'est vraiment de pouvoir naviguer entre les cadres. Je m'explique, les cadres, ils ont du bon, en fait. Ils permettent de nous construire, tout simplement. Alors, bien sûr, il y a du bon, plus de moins bon, ça va dépendre de chaque expérience aussi. Mais on a besoin de cadres pour se construire. On le voit à l'heure actuelle, d'ailleurs, sur l'éducation des enfants, où la mode est d'avoir de moins en moins de cadres, mais ça fait des enfants perdus et paumés. Beaucoup. Et je le vois en donnant des cours de judo. Si on n'a pas un minimum de rituels dans notre journée, si on ne pose pas de limite à un enfant, s'il n'y a aucun cadre, ça devient n'importe quoi et ça ne permet pas de se construire. Donc finalement, on se construit en fonction de quelque chose et quand on a vraiment vécu l'entièreté de ses limites, on se dit ok, bah maintenant moi c'est plus ça que je veux vivre, donc je vais changer. Et on va aller explorer d'autres limites.
pour moi, cette expérience de pensée, elle est super importante parce que du coup, elle relie deux mondes où on part maintenant de quelque chose où on disait qu'avant, il y avait trop de cadres, trop de limites. Maintenant, il n'y en a plus assez. On vit dans un monde complètement déconstruit. Et du coup, c'est comme s'il y avait, c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai envie qu'on puisse relier les deux. C'est aussi l'expérience que j'ai fait à travers mon livre, à travers mes voyages. C'est vraiment d'explorer différents cadres et d'apprendre justement cette navigation à dire, OK, à tel moment, ce cadre, il est important. À tel moment, j'ai besoin de changer de cadre et donc je veux m'autoriser à en sortir pour pouvoir aller voir ailleurs. Et du coup, ça devient une expérience de pensée, de dire, je suis capable de changer ma manière de penser, de ne pas être figé là-dedans et de pouvoir évoluer. J'espère que vous m'avez suivi sur ces 10-11 premières minutes, parce que du coup, je suis partie sur une façon de penser un peu plus philosophique finalement. Aujourd'hui, je pensais partir... J'avais pas envie de rester sur l'histoire. C'est vrai que je suis partie du livre et j'avais pas envie de rester sur l'histoire parce que souvent on se fige et l'idée c'est pas ni d'avoir de la pitié ni d'avoir de la complainte, c'est de venir proposer une autre façon de voir la vie et de voir les choses et de voir comment ça a pu évoluer. Donc j'avais envie de poser le cadre vraiment philosophique à ce que j'ai pu vivre, à ce à quoi ça m'a amené aujourd'hui et ce que j'ai envie de transmettre finalement dans ce que je partage, que ce soit sur les newsletters, sur les réseaux, sur ce nouveau format qu'est le podcast. C'est vraiment inviter à dézoomer un petit peu d'une situation qui peut paraître catastrophique et de pouvoir amener une façon de penser différente. Différente, pas que focus sur la problématique. Même si la problématique, à un moment donné, est à traiter. Donc maintenant que j'ai posé ce fameux cadre, je vais vous parler un petit peu plus, moi, de mon expérience et de comment j'ai fait évoluer du coup, la guérison vers la guérison d'un traumatisme. Ouais, on va parler de traumatisme, là. Pourquoi? Je vais vous prendre mon exemple personnel pour pas prendre l'exemple de personnes que j'ai pu voir ou accompagner et pour ne parler vraiment que de moi. Mais l'idée, c'est de permettre à des personnes qui ont vécu des choses difficiles d'avoir des premières billes pour accepter ce qui s'est passé et commencer à travailler sur elles parce que aller voir tout de suite quelqu'un, c'est pas toujours évident et c'est important de pouvoir passer par plusieurs étapes et de faire les choses quand on est prêt à les faire. Des fois, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, on est d'accord pour y aller, mais il y a aussi des temps à respecter. Donc, pour vous faire les choses chronologiquement sur ce que j'ai vécu et dans les différentes étapes, il y a eu plusieurs choses. Donc, moi, je me suis retrouvée à 16 ans sur la partie donc, du voyage vraiment 2 semaines complètes au Cameroun, où il y a eu tout l'événement du mariage avec toute la cérémonie rituelle là-bas, traditionnelle, et beaucoup d'événements qui sont passés que je ne tiens pas à décrire ici, mais en tout cas qui sont restés marqués en moi. Et en même temps, je les ai très vite oubliés. Ça a été beaucoup plus simple d'oublier quand je suis revenue. Je sais que j'avais une attache. On m'a dit que j'avais une attache, que je devrais y retourner, mais pas tout de suite. Donc c'était plus simple pour moi d'oublier, de faire comme si de rien ne s'était passé. En plus, j'étais tenue au secret. Donc voilà, ça allait dans l'aspect global. La première chose que j'ai fait, c'est vraiment faire un focus sur le sport. Je n'étais pas du tout sportive, mais je me suis mise au judo. Donc, je me suis créé un environnement qui était... créé un espace. Le dojo, c'était ma famille, où il n'y avait rien de tout ça, en fait. C'était différent de tout ce que je pouvais vivre dans mon cadre quotidien, si je peux le dire comme ça. Et donc, c'était un peu mon safe space. Voilà, l'espace sacré où je pouvais être différente, être moi. Et donc, la première chose que j'ai fait,
de manière inconsciente, hein, je pose ma réflexion à l'heure actuelle, 20 ans après, c'est créer ces moments-là où je pouvais me défouler, où je pouvais me dépenser. J'étais nulle en judo, on va pas se leurrer. Je suis pas une combattante hors pair et je n'aurais pas fait les championnats du monde, mais j'ai trouvé un endroit où j'ai pu développer mes qualités physiques, où j'ai pu me dépenser. Et quand notre esprit il est out, il a besoin de ne pas penser, il a besoin de se libérer, et que il n'est pas forcément en même temps en état d'avoir une réflexion, etc. Passer par le corps, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire. Donc sous une forme ou une autre, après chacun va trouver sa forme. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont danser, il y en a qui vont faire de l'aerox. Voilà, il y a plein de choses. Moi, ça a été le judo. Donc il y a eu cet espace-là qui a été important pour moi pendant de nombreuses années. Et le silence. Le silence à tel point que j'oubliais presque quasiment cet événement. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu mes premiers enfants. J'en ai parlé très vaguement à mon conjoint, mais vraiment une fois, et j'étais pas en capacité de parler vraiment de ce qui s'était passé, de comprendre. J'arrivais pas vraiment à mettre des mots dessus. Mais c'est important pour moi, pour la personne qui partageait ma vie, qui est quand même un minimum de cadre. Donc j'ai pu le partager rapidement avec lui. Après, ce qui s'est passé, c'est le décès de mon père. Quand mon père est décédé, je pense que ça a ouvert des portes. Pas directement liées à ça, mais j'ai pris d'autres chemins. Je me suis autorisée à prendre d'autres chemins d'un point de vue plus professionnel, ce qui m'a amené à rencontrer des personnes. Et j'ai rencontré notamment une accompagnante, une thérapeute, avec qui je souhaitais travailler. Donc avant de faire ça, on avait dit je vais passer 3 jours en immersion chez elle, comme elle fait avec ses clientes. Et comme moi j'étais déjà dans l'accompagnement avec la gestion émotionnelle et tout ça, voilà, c'était juste un passage pour voir comment ça matchait aussi, comment ça réagissait, et puis pour passer dans son processus. J'y suis allée tranquille, en me disant ok, bon voilà, j'ai pas grand chose à travailler. Cet épisode, je l'avais un peu, il était là loin derrière, et je crois que c'était au bout de 2 jours, ça sort. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ça sort? Enfin, elle me pose des questions. Je ne sais plus exactement, hein, je ne vais pas vous raconter. Mais en tout cas, il y a cet événement qui sort, j'en parle. Il y a des larmes qui sortent aussi. Il me dit, bon, ok, j'en ai parlé, ça fait longtemps, voilà. Elle m'a pas lâché. Elle m'a pas lâché, elle m'a obligée à mettre certains mots dessus que je ne voulais pas mettre, en disant, mais non, mais c'était plus ou moins normal. Enfin voilà, j'étais toujours dans ce côté en minimisant les choses. Et le fait qu'elle m'oblige à mettre des mots dessus, avec toute bienveillance, bien sûr, quand je dis elle m'oblige, elle a vraiment, elle, mis des mots, ça m'a mis une forme de claque que je ne voulais pas réaliser, et finalement, c'est mon corps qui a parlé à ma place, parce que mon esprit ne voulait pas le réaliser. Le soir même, j'ai été prise d'un coup de nausées, de vomissements, de tout ce que vous voulez. J'ai eu une nuit terrible. Et derrière, il y a commencé à avoir un début d'émotion vis-à-vis de tout ce qui s'était passé. Voilà. On n'était pas juste sur des larmes, parce que en fait, j'ai toujours été très limitée dans mes états émotionnels, de ne pas ressentir trop, parce qu'on ne pouvait pas exprimer trop d'émotions, au risque d'exploser. Et là, en fait, ce moment-là, ça a été un déverrouillage. Il y a eu quelque chose qui a switché, qui a déverrouillé. Et derrière, bah, ça a été un processus encore long, parce que c'était en 2020. Aujourd'hui, on est en 2026. Donc j'ai écrit en 2025. Donc voilà, 5 ans derrière encore, hein, avec de différents process. J'ai cheminé avec ça. Ça m'a permis d'ouvrir la parole, de pouvoir en parler. Alors avec des émotions pour le coup. Aux personnes que je connaissais qui étaient concernées, qui savaient ce qui s'était passé, de confronter ces personnes-là, d'aller demander certaines explications. Voilà, ça m'a permis de faire un petit processus à travers ça.
Et derrière, je pensais que c'était terminé. Je dis ok, bon, j'avais pas eu toutes les réponses que je voulais, mais au moins j'avais parlé. Et ça, pour moi, c'est déjà énorme de pouvoir parler au moins aux personnes concernées. Des fois, c'est possible, je ne pouvais pas parler à toutes les personnes concernées. Il y en a que je n'avais plus en contact, il y en a qui sont décédés. Voilà. Mais en tout cas, il y a eu ce processus. Et petit à petit, les émotions se révèlent. Encore une fois, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est passé, ça, c'est dégagé, c'est réglé, et on avance. Et donc je continue à faire ma vie professionnelle, la séparation, je pars, je laisse tout pour partir en mode de vie nomade. Et là, le mode de vie nomade me fait atteindre une nouvelle couche. Et là, c'était pas par rapport à un thérapeute ou quoi que ce soit, c'était cette phase d'isolement, cette phase où on est seul face à soi-même et où du coup, ça fait aller chercher dans ses tripes ce qui se passe. Soit on peut casser cet isolement en faisant plus de sorties, en rencontrant plein de monde, etc. Mais ça veut dire qu'on n'est pas capable non plus d'être seul face à soi-même. Et sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plongé dans mon isolement. Ça a été très, très, très inconfortable. Ça a été aussi beaucoup de beaux moments. Et c'est la période où j'ai commencé à écrire. Plus, j'écrivais pour documenter le voyage. Et finalement, dans cette écriture, il y a un moment donné où j'ai senti le besoin d'écrire ce qui s'était passé. Cet événement-là, d'autres aussi que j'ai vécu, mais j'ai eu besoin d'écrire au début par les faits, et petit à petit, au fur et à mesure que j'écrivais, par les émotions, il y a des choses qui se sont déclenchées, il y a des souvenirs qui sont revenus, et j'ai eu petit à petit la possibilité de gérer ça parce que l'écriture a fait remonter step by step les éléments, et ce qui a permis à mon cerveau et à mes différents états de les gérer un par un. Et du coup, ça a été un processus assez long. Voilà, je pense que sur les 2 ans de voyage, il y a eu bien 1 an et demi qui ont été consacrés à ça. Pas volontairement, hein, j'étais vraiment dans cette démarche plus de nomade digital, de partager avec les enfants, d'explorer. Je suis allée explorer pas mal de choses dans les pays. Mais en fond, avec le recul, je regarde que les choses sont bien faites et qu'il y avait ce processus qui était nécessaire derrière et qui s'est fait. Donc voilà, pour partager un petit peu ce parcours, ce processus derrière, il m'a fait passer par, encore une fois, plein d'étapes. J'ai pu expérimenter encore d'autres émotions, pouvoir les exprimer. Au début, je me suis dit, je n'arriverai jamais à parler de ces passages-là sans pleurer, sans... Et vous voyez qu'aujourd'hui, je suis devant la caméra et je peux en parler. Je peux en parler. Bien sûr, ça me touche parce que c'est ce que j'ai vécu, mais je peux aussi en parler de manière plus détachée. Peut-être qu'il y aura d'autres couches encore à aller voir, j'en sais rien. On n'est pas dans le futur. Je peux vous parler de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Mais il y a quand même une certaine... en tout cas, une certaine couche qui est passée et je pense que je suis passée à d'autres choses aussi maintenant. Donc voilà, pour vous donner ces étapes-là, finalement, le changement de cadre, il passe aussi par l'expérimentation, par le fait de vivre, de s'autoriser à vivre, de prendre des décisions, d'avancer. Et en avançant, on peut aller chercher la prochaine étape pour nous. Bien sûr, on a un passé, et le passé, c'est ce qui nous a construits. Et il y a des petits moments qui vont venir nous titiller, il suffit de les prendre les uns après les autres. Je suis beaucoup dans cette philosophie-là, de ne pas aller remuer le passé tout simplement pour remuer le passé. Je vois des gens qui passent leur vie en thérapie et qui ne font jamais rien de leur vie derrière. Au bout d'un moment, chercher à remuer, oui, quand on cherche, on trouve toujours des choses. C'est pas du tout mon principe. Moi, j'ai toujours avancé et à un moment donné, je me suis heurtée à un point. Ok, quand ce point est là, je le traite. Quand je suis bloquée là, je dis ok, il y a un truc qui bloque, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce que je dois aller traiter pour pouvoir aller au step d'après, parce que moi je veux aller au step d'après, j'ai pas envie de rester bloquée là. Et la démarche, elle n'est pas du tout la même que de se dire d'abord je vais régler tous mes traumas et ensuite je vais changer ma vie. Non, non, ça marche pas comme ça.
La vie, elle se passe dans l'action, c'est quelque chose de mouvant. La vie, c'est le mouvement, la vie. Donc si vous n'êtes pas vous-même dans une démarche de faire des choses, d'avancer au quotidien, de bouger, de prendre vos décisions, vous n'allez pas pouvoir guérir votre passé, vous allez rester toujours dans la surface finalement. Ça ne sert à rien de rester dans des thérapies si vous ne changez pas le quotidien de maintenant. Et pour moi, un des gros points quand même reste l'écriture. J'en ai déjà parlé, je vais en reparler ici. Pour moi, l'écriture, elle a différents effets. Déjà, c'est une psychotechnologie assez puissante parce qu'elle permet de voir ce qui se passe dans notre tête. Comme j'ai déjà dit, il y a des pensées qu'on a, des émotions, il y a plein de choses, mais c'est à l'intérieur de nous. Et le fait de les écrire sur un bout de papier, de mettre le bout de papier devant nous, on le voit, et ça n'a plus la même saveur. Ça n'a plus le même impact. Soit on se rend compte que c'est complètement idiot ce à quoi on a pensé, soit on se rend compte que, ah oui, c'est vrai, ah bah tiens, je devrais aller dans cette direction. Ça permet de donner vie à des pensées en dehors de nous et du coup de les regarder d'un point de vue extérieur. Et ça, c'est assez fort comme technologie finalement. C'est une technologie, je trouve, magnifique que l'écriture. Je ne dis pas qu'il faut écrire tout le temps, tous les jours, matin, midi et soir, on n'a pas toujours que ça à faire. Mais si on est dans une période où on a besoin de poser des pensées, des fois on peut écrire tous les jours, effectivement. Des fois, ça va être qu'une fois par semaine. Des fois, c'est une fois dans le mois. Mais quand il y a des choses qui nous prennent la tête, écrire est un point super important pour clarifier les choses. Donc l'écriture, pour moi, il y a 3 façons d'écrire. Il y a ce dont j'ai parlé là, le journaling. Donc le journaling, on écrit juste pour pouvoir poser ses pensées à l'extérieur et ça nous concerne et ça nous concerne uniquement nous. C'est pas fait pour être lu, c'est pas fait pour être beau. Ça permet juste d'extérioriser ses pensées. J'ai l'image en même temps que je dis ça, pour ceux qui ont la référence de Harry Potter, quand il sort les pensées et qu'il les met dans la bassine pour les voir à l'extérieur ou pour conserver ses pensées. Parce que finalement, c'est un peu ça, c'est le pouvoir de l'écriture. Je n'avais pas pensé avant, mais pour moi, c'est vraiment ça, ce côté écriture. C'est cette conservation, c'est cet archivage de nos idées qui permet aussi derrière, quand on se relit, de voir notre évolution, tout simplement. Notre évolution ou de voir qu'il y a des pensées récurrentes, qu'il y a une cyclicité dans ce qu'on a, que finalement, si on pense régulièrement à quelque chose, que c'est toujours la même chose qui revient, peut-être qu'on peut faire aboutir une pensée, un projet. Voilà, donc il y a première façon d'écrire, c'est le journaling, c'est pour soi. On s'en fiche d'écrire parfaitement, que ça soit beau, que ça soit joli, qu'il y ait de l'orthographe et de la grammaire. Voilà, ça va pas devenir un best-seller. La deuxième façon d'écrire qui est perdue beaucoup aujourd'hui, c'est la lettre. Et la lettre, je parle vraiment de lettres manuscrites. Donc c'est écrire pour être lu. Et donc on va écrire de façon différente là. On va déjà organiser et structurer beaucoup plus le message. Donc ça nous oblige à adopter une structure. Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer à mon lecteur ? Donc ça peut être pour plusieurs lecteurs, mais si on est dans le cadre d'une lettre qu'on écrit à une personne, on va être qu'est-ce que j'ai envie de faire passer à cette personne-là ? Et si je me prends la peine, surtout à l'heure actuelle, de lui écrire personnellement, manuellement, je la connais un petit peu, j'en peux anticiper un petit peu ses réactions, quelle émotion j'ai envie qu'elle ait en lisant ma lettre. Alors on ne peut pas tout anticiper, forcément, il y a des choses qui nous sont propres et on anticipe par rapport à notre propre personnalité, mais on a quand même l'envie de faire passer un message dans un courrier. Et puis en plus, dans une conversation écrite,
qu'on envoie, il y a un temps. On sait que la personne ne va pas le lire immédiatement. Il y a cette temporalité qui est différente. C'est pas un message, c'est pas un WhatsApp qui est lu immédiatement ou dans quelques minutes, quelques heures. On va vraiment être dans quelque chose où il va falloir derrière patienter. Et on va retrouver un petit peu ce côté travailler l'impatience, réfléchir à ce que l'autre va penser, attendre le retour. Il y a quelque chose qui est vraiment différent de tout ce qu'on vit actuellement dans cette société où tout est immédiat, où on reçoit notre commande 24 heures plus tard, où on peut chercher à manger tout de suite, tout est disponible maintenant. Le fait de devoir attendre, de devoir patienter pour avoir ce retour-là, ça crée des connexions et des émotions vraiment différentes dans notre être, dans notre esprit, dans notre corps, qui sont très intéressantes par rapport à notre construction émotionnelle aussi. Donc si vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, moi je vous invite à le faire. Je l'ai eu moi à l'adolescence parce qu'on n'avait pas de téléphone, tout simplement. Et là j'ai retrouvé quelqu'un avec qui converser de cette manière et je trouve ça absolument génial de pouvoir s'écrire des lettres. Il y a des émotions qu'on retrouve qui sont assez extraordinaires. Donc c'est une expérience de pensée aussi que je vous invite à faire et à trouver avec qui vous pouvez converser de cette manière-là, que ce soit un ami, un amant, quelqu'un de la famille. Après, il y a plein de façons de pouvoir partager. Le dernier élément, c'est d'écrire pour être lu toujours, mais dans la volonté de transmettre. Et là, on est plus effectivement dans l'écriture d'un livre, peut-être dans une newsletter, mais dans quelque chose où on va être le dépositaire d'une transmission, d'un savoir, d'une histoire. Et donc c'est la dernière étape pour moi, c'est de la transmission, de l'écriture, qui est importante aussi parce que quelque part ça nous rend gardiens de quelque chose. Et ça crée du lien. Si je prends la transmission d'une histoire familiale, d'avoir vécu quelque chose ensemble, d'avoir lu quelque chose qui correspond avec des personnes qu'on connaît tous, qu'on a en commun, ça crée du lien. Et il y a une synchronisation qui se fait même au niveau physiologique entre les personnes qui connaissent cette histoire, qui rapprochent et qui créent du lien. Et à l'heure actuelle, encore une fois, dans le monde dans lequel on est, il y a beaucoup de bonnes choses qui s'y passent, mais il y a aussi ce manque de lien social qui est très présent. Et donc, créer des expériences comme ça où on va pouvoir créer du lien, renforcer ça, c'est aussi soutenir des systèmes émotionnels, le système nerveux, soutenir tout le déploiement d'une personne, de se sentir lié à d'autres, de se sentir appartenir à quelque chose. Donc l'écriture a finalement énormément de pouvoir à différents niveaux, suivant ce que l'on souhaite travailler. Je pense que je vous ai parlé pas mal de tout ce que je vous souhaitais au niveau de l'écriture. C'est un outil qui pour moi est très simple et accessible facilement. On n'a pas besoin de faire de gros achats. Il suffit de prendre un bout de papier, un crayon. On peut très facilement le faire. Donc je vous invite à le faire. Et donc comme dans tous les podcasts, je vous propose une expérience ou un outil que vous pouvez faire, utiliser chez vous. Et l'expérience que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de penser à quelque chose que vous n'avez jamais raconté à personne. Une expérience que vous avez vécue, qui n'a jamais été dite, que vous avez peut-être refoulée dans un coin de la mémoire, qui ressort de temps en temps, mais de ressortir ça et de la mettre par écrit. Dans un premier temps, par les faits, parce que si vous n'en avez jamais parlé, c'est qu'elle peut déclencher éventuellement des émotions qui ne sont pas forcément sympathiques ou qui sont trop importantes. Donc d'abord, vous écrivez les faits. Ce qui vous entoure à ce moment-là, le lieu, etc. Tout, vraiment une description.
Quand vous êtes prêt, ça peut être à la suite, mais ça peut être quelques jours après, une semaine après, vous écrivez les émotions qui y sont attachées. Qu'est-ce que vous avez eu comme sensation avant, pendant cet événement? Après, comment vous vous êtes senti? Et maintenant, comment vous vous sentez en y repensant? Écrivez tout ce qui vous passe là comme émotion, qui vous passe par la tête. Vraiment, faites pas le tri, ça ne sera pas relu, ça sera que pour vous. Mais écrivez. Vous allez voir qu'entre chaque étape, il va se passer des choses. Parce qu'il y a le moment d'écriture, mais vous allez peut-être faire des rêves, vous allez peut-être revoir quelqu'un qui vous fait penser à ça, vous allez peut-être repenser à un détail que vous aviez oublié. Donc il va y avoir des choses qui vont s'ajouter, que vous pouvez réécrire ou pas, laisser juste couler. Mais voilà, ces deux étapes-là. Et la troisième étape, pareil, dans l'immédiat ou un peu plus tard, quelles leçons vous avez tirées de cet événement? Alors des fois, ce n'est pas forcément des leçons, c'est qu'est-ce que ça vous a permis? Qu'est-ce qui s'est passé derrière dans votre vie? Est-ce que s'il n'y avait pas eu cet événement-là, votre vie se serait réalisée de la même manière? Est-ce que vous auriez eu les mêmes réactions? On a toujours à apprendre, en fait, d'un événement qui s'est passé, même si c'est pas confortable, même si c'est terrible, même si c'est douloureux. Souvent, c'est les événements qui nous font le plus avancer parce qu'ils nous apportent des prises de conscience. Donc, je vous invite à prendre un pas de recul sur les émotions provoquées et la difficulté dans laquelle a pu vous mettre la situation. Et à se dire, ok, là maintenant, après tant de mois, tant d'années de recul, finalement, ça m'a permis ça. Si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Je vous invite à faire ça, à me mettre dans les commentaires ce que ça a pu déclencher chez vous, ou alors en message, en m'écrivant personnellement si c'est trop intime. N'hésitez pas, je lis tous les messages avec grand plaisir. Abonnez-vous pour avoir la suite du podcast et je vous dis à bientôt.